Afin de satisfaire le souhait de la chasseuse Cha, Sung Jin-woo fait appel à Beru. Sentant l'arrivée imminente de cette présence sinistre et terrifiante, Cha Hae-in se met à transpirer, paralysée sur place. Sung, encore hésitant, lui demande une dernière fois si elle est vraiment sûre de vouloir l'affronter. Mais à cet instant, il se perd dans ses pensées. Les ombres sont plus faibles que de leurs vivants. Or, Beru, lui, est né pour éliminer des chasseurs. S'ils se battent à la loyale, les chances de la chasseuse Cha sont presque inexistantes. Beru s'approche doucement de son roi et lui demande ce qu'il doit faire d'elle. Sung lui ordonne simplement de gagner sans la blesser. Beru avance alors vers Cha Hae-in, prêt à obéir aux ordres de son roi. Mais soudain, il pousse un hurlement sinistre, brisant toutes les vitres autour d'eux. Prise de panique, Cha Hae-in n'en croit pas ses yeux. Sung Jin-woo s'est battu contre une créature pareille. Sans attendre, Beru dévoile ses crocs. Sung lui ordonne aussitôt de les ranger, le menaçant. « Gare à lui si elle est blessée. »« Bien mon roi », répond Beru. Pendant ce temps, Cha Hae-in réfléchit. Si elle trouve une ouverture, alors elle aura peut-être une chance. Mais avant même qu'elle ne termine sa pensée, Beru disparaît. À une vitesse hallucinante, il se retrouve derrière elle. Bouleversée, dépassée, elle repense à ses souvenirs terrifiants. Dans un réflexe, elle abat son épée vers lui, convaincue qu'il ne pourra pas la piéger une seconde fois. Sans le moindre effort, Beru attrape la lame à main nue. Puis, il se souvient des paroles de son roi, gagner sans la blesser. Pour lui, cela signifie une chose, lui faire perdre toute envie de combattre en lui montrant l'écart de puissance. Et c'est d'une simplicité déconcertante. Cha Hae-in tente désespérément de le toucher, enchaînant les attaques, cherchant la moindre ouverture. Mais rien n'y fait. Beru voit chacune de ses attaques arriver et les esquive sans même bouger d'un pas, à une distance ridiculement proche. Aux yeux de Cha Hae-in, la scène devient presque absurde. Soudain, Beru apparaît juste devant elle et pousse un nouveau hurlement, la repoussant violemment en arrière. Sung, qui observait la scène, murmure « On dirait que nous avons un gagnant ». Il annonce alors que le combat est terminé. Mais en sueur, Cha Hae-in l'arrête. Ce n'est pas encore fini. Elle peut encore continuer. Surpris, Sung se demande à quoi elle pense. Il n'aurait jamais cru qu'elle continuerait après avoir réalisé l'écart de puissance. Car Beru est différent des autres ombres. Même s'il est intelligent, tuer est dans sa nature. Et d'où il se tient, Sung peut sentir l'aura meurtrière qui émane de lui. Elle attend sûrement une ouverture, mais il espère qu'elle ne le sous-estime pas. Agacé de l'avoir résisté, Beru commence à perdre son sang-froid. Pour lui, une proie qui résiste à son prédateur est intolérable. Il dévoile ses crocs et fonce sur elle, ignorant les ordres de son roi, prêt à l'écraser. Mais Cha Hae-in parvient à l'éviter de justesse, se déplaçant derrière lui. Elle prend aussitôt une posture d'attaque, sa compétence, danse de l'épée, s'active. Son épée s'enveloppe d'une lumière éclatante. Elle bondit vers Beru, son attaque chargée au maximum. Mais au moment de l'impact, la compétence se brise contre lui. Et son épée se fracasse. Profitant de cet instant d'inattention, Cha Hae-in décide de tenter sa dernière chance. Il ne lui reste presque plus de mana. Elle ne peut utiliser cette technique qu'une seule fois. Mais cela suffira. Une lumière éblouissante jaillit de son épée brisée. Elle active sa compétence, épée de lumière. Profitant de la surprise, elle transperce Beru qui avait baissé sa garde en voyant son arme détruite. Sung se met immédiatement en alerte. Non! Et pendant une fraction de seconde, un ordre ancien refait surface dans l'esprit de Beru. Un ordre gravé en lui depuis sa naissance par la reine. Un instinct primaire, impossible à ignorer. Extermine ton ennemi. Beru, le visage grave, voit ses yeux virer au rouge vif. Dans son esprit, une seule conclusion s'impose, cette femme est son ennemi. Guidé par une intention meurtrière, féroce, il ignore les avertissements de son roi et s'apprête à l'achever. Sung, pris de panique, lui hurle aussitôt d'arrêter. N'ayant plus d'autre choix, Cha Hae-in ferme les yeux, résigné. Mais soudain, une violente déflagration retentit. La main de Beru est arrêtée net par son roi à quelques centimètres de son visage. Cha Hae-in rouvre les yeux, soulagé. Sang, la voix grave, rappelle à Beru qu'il lui avait ordonné de s'arrêter. Pris de peur, Beru bondit en arrière. Pendant ce temps, Sung aide Cha Hae-in à se relever. Beru s'incline lentement, implorant la pitié de son roi. Sung, soulagé, laisse échapper un soupir. Puis il se tourne vers Cha Hae-in. Il lui demande pourquoi elle est allée aussi loin. Il n'y avait aucune raison de risquer sa vie pour ça. Ce n'était qu'un test d'entrée. Un simple test pour rejoindre une petite guilde sans importance. Cela ne valait pas la peine de mettre sa vie en danger. Mais Cha Hae-in ne répond pas. Sung, déconcerté, lui demande si elle compte rester plantée là sans rien dire. Ne comprenant toujours pas ce qui l'intéresse autant, il finit par lui poser la question. Est-ce possible qu'elle s'intéresse à lui? Lentement, Cha Hae-in relève la tête, complètement surprise. En voyant son expression, Sung se dit aussitôt que ce n'est sûrement pas ça non plus. Mais avant qu'il ne termine sa pensée, une voix douce le coupe. D'une voix tremblante, Cha Hae-in répond simplement « Oui ». Ses joues deviennent aussitôt rouges, trahissant ses sentiments.
Pendant ce temps, au bureau des chasseurs américains, Norma Sellner et Adam White font leur rapport sur l'incident survenu lors de leur rencontre avec Sung Jin-woo. Selon l'observation de Norma, le chasseur Sung Jin-woo serait l'un des rois. Cette déclaration surprend profondément David Brennan. Il n'arrive pas à croire que la puissance de Sung puisse être comparable à celle d'un chasseur de rang national. Norma décide alors de lui expliquer en détail. Tous les éveillés sont connectés à l'autre côté. Elle possède la capacité de ressentir le canal qui relie un éveillé à cette source de pouvoir. Et parfois, le pouvoir qui s'y trouve est si terrifiant qu'il en devient insupportable à observer. Ce sont ceux qu'elle appelle les rois. Mais dans le cas de Sung, c'est différent. Il n'y a aucune lumière, seulement un noir absolu. Il est les ténèbres incarnées. David lui demande alors si cela signifie que Sung est malfaisant. Mais Norma le corrige aussitôt. Elle ne parle pas de bien ou de mal, elle parle de la source de ses pouvoirs. Le chasseur Sung Jin-woo n'emprunte pas sa puissance à l'autre côté. Elle vient de lui-même. Or, la taille du canal limite normalement la quantité de pouvoir qui peut passer. Mais sans canal, son pouvoir n'a aucune limite. Une révélation terrifiante, un chasseur capable d'évoluer sans fin. Comprenant les enjeux, David Brennan décide de se rendre au 24e sous-sol. S'ils ne peuvent pas recruter Sung grâce au pouvoir de Madame Sellner, ils devront utiliser les grands moyens. Il demande alors à Adam White s'il se souvient du premier portail de rang S. Adam répond qu'il est impossible de l'oublier. La pire ouverture de portail jamais survenue, celle qui a détruit tout l'ouest des États-Unis. Seuls 5 des chasseurs les plus puissants du monde, réunis par la promesse de récompenses colossales, ont survécu. Depuis ce jour, les États-Unis leur ont accordé un statut équivalent à celui d'un État. C'est ainsi qu'est né le terme « chasseur de rang national ». La créature qui était sortie de ce portail, la flamme éternelle, le dragon Kamish, une seule bête qui a massacré des dizaines de chasseurs parmi les plus puissants. Et pourtant, cette tragédie leur a laissé un cadeau. En ouvrant l'ascenseur, David Brennan présente à Adam la pierre de rune extraite du corps de Kamish. Cela fait maintenant 8 ans que le dragon a été vaincu. Mais comme aucun des chasseurs de rang national n'était un mage, personne n'a jamais pu activer cette rune. Peu de temps plus tard, on retrouve Sung en train de se regarder dans un miroir. Il remarque une nette amélioration. Après le double éveil, il est devenu plus grand, en meilleure forme, et son visage a perdu la plupart de ses imperfections. Mais malgré tout, il n'arrive pas à savoir s'il est réellement devenu plus beau. À ses yeux, il reste simplement dans la moyenne. Il ouvre alors la porte et s'adresse à sa sœur, allongée sur le canapé. Il lui demande si elle a remarqué quelque chose de différent chez lui. Sans lever les yeux de son téléphone, elle lui dit de parler vite. Sung lui demande alors s'il est devenu plus attirant. Gina, presque moqueuse, lui demande d'où lui vient cette soudaine confiance injustifiée. Selon elle, il a simplement l'air d'un geek. Vexé par cette remarque pourtant objective, Sung l'attrape par la tête pendant qu'elle continue de lui donner des coups de pied. Il finit par lui dire qu'à ce rythme, elle risque de se casser la jambe, la rappelant qu'il est maintenant un chasseur de rang S. Il lui annonce alors qu'il compte créer une guilde et lui demande ce qu'elle pense du nom « Guilde Solo ». Gina le regarde stupéfaite et lui demande s'il plaisante. Pourquoi donner un nom pareil à sa guilde ? Pour Sung, il n'y a pourtant rien d'étrange. Sa sœur lui rappelle alors que sa capacité consiste à invoquer des soldats de l'ombre. Donc, techniquement, ce n'est pas du solo. Sung, soudain illuminé, reconnaît qu'elle n'a pas tort. Il lui demande alors quel nom il pourrait choisir. Tout sourire, Gina lui propose la guilde Ajin, même si, au fond, ce n'est que son propre nom à l'envers. Sung accepte immédiatement. Pendant ce temps, Cha-in est allongée dans son lit. Elle tente maladroitement de se convaincre de ses propres sentiments. Elle repense au moment où elle a dit à Sung qu'elle était intéressée par lui. Cela ressemblait bien plus à une confession qu'à autre chose. En repensant à sa réaction, elle rougit encore plus. Elle se dit qu'à présent, il doit sûrement la prendre pour une femme étrange. Elle se redresse brusquement, essayant de se rassurer. Elle se répète qu'il lui a sauvé la vie, et que bien sûr, il est normal qu'elle s'intéresse à lui. Et rien ne semble cohérent dans sa tête. Rougissante, elle enfouit son visage dans son oreiller. Techniquement, elle a survécu grâce aux soins du chasseur Min Byung-gu. Soudain, une voix résonne dans son esprit. Son âme semble être transportée dans une autre dimension. Alors qu'elle descend lentement dans un vide profond, une main attrape son bras. C'est le chasseur Min Byung-gu, transformé en soldat de l'ombre. Il la supplie de dire à Sung d'être prudent avec son pouvoir. Cha-in se réveille brutalement, le souffle coupé. Elle est complètement surprise d'avoir vu le chasseur Min Byung-gu. Pendant ce temps, sur l'un des territoires de la guilde des chevaliers, un portail de rang A, proche du rang S, est apparu. N'ayant pas les ressources nécessaires pour y faire face, le chef de guilde cherche une solution. Il ne peut pas demander l'aide des grandes guildes, de peur de ternir leur réputation. Soudain, son secrétaire lui annonce qu'il existe peut-être une personne capable de les aider. Le chef de guilde, déçu, lui rappelle qu'il s'agit d'un portail de rang A très dangereux. Que pourrait bien faire une seule personne contre ça ? Puis, une pensée lui traverse l'esprit. Il comprend soudain de qui parle son secrétaire. Le chasseur Sung Jin-woo.
En réalisant tous les avantages qu'il pourrait en tirer, il décide de faire appel à lui. Au même moment, Sung propose le nom à Jin-ho, celui que sa sœur lui a suggéré. Il lui demande son avis. Jin-ho force un grand sourire et déclare que c'est parfait. Pour lui, n'importe quel nom est mieux que Guilde Solo. Maintenant que le nom est trouvé, il ne reste plus qu'à recruter un membre. Jin-ho lui demande alors ce qui s'est passé avec Cha Ae-in la veille. Jin-woo l'interrompt aussitôt. Il lui dit clairement qu'elle n'est pas la personne qu'il cherche pour ce poste. Jin-ho ne comprend pas. Elle est pourtant une chasseuse de rang S, avec un parcours exemplaire malgré son jeune âge. Et en plus de ça, elle possède une beauté incomparable. C'est littéralement le rêve absolu. Alors, quel genre de personne veut-il? Sung lui répond calmement, quelqu'un avec une licence de chasseur qui n'est pas intéressé par les activités de guilde, mais en qui il peut avoir totalement confiance. Mais alors qu'ils étaient en pleine discussion, les membres de la guilde des chevaliers frappent de soudain à la porte, leur chef en tête, tous les trois affichant un sourire un peu gêné. Surpris, Sung et Jin-ho les regardent sans comprendre. Il les invite finalement à s'installer. Le chef de guilde leur montre alors une vidéo où apparaît un portail de haut niveau. Sung lui demande aussitôt s'il s'agit d'un rang S, mais le chef répond que c'est un rang A, et même l'un des plus compliqués. Maintenant que les choses sont claires, le chef de guilde tente de recruter Sung pour participer au raid. Il va même jusqu'à lui proposer 20% des revenus. Normalement, un chasseur de rang S reçoit environ 10% des bénéfices d'un raid. Mais Sung refuse. Il exige un partage à 50-50 et précise qu'il n'acceptera que s'il est traité comme une guilde entière et non comme un simple individu. Le chef tente alors de négocier à 40-60, mais Sung reste inflexible. Le chef de guilde se dit alors intérieurement « Ce type, il a l'air jeune, mais il n'est pas normal ». Finalement, ils concluent l'accord, Sung s'occupera lui-même du boss. Peu après leur discussion, Sung reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il sort de la pièce pour répondre, c'est sa mère. Elle vient d'acheter un téléphone portable et voulait simplement entendre sa voix. Elle lui demande si elle le dérange. Sung lui répond avec un sourire que non et lui propose d'aller dîner ensemble ce soir. Le lendemain soir, tous les membres de la guilde des chevaliers sont prêts pour le raid. Ils attendent l'arrivée de Sung Jin-woo. Il ne reste plus que 5 minutes. Au même moment, Sung décide d'y aller en utilisant sa compétence d'échange d'ombre. Au même moment, dans une école, des élèves marchent tranquillement dans le couloir. En entrant dans une salle, ils découvrent un portail. L'un des élèves, arrogant, s'approche et déclare qu'il faudra 1 semaine pour qu'il s'ouvre. Selon lui, les portails fermés ne sont pas dangereux. Les chasseurs peuvent y entrer, mais rien ne peut en sortir. Soudain, le portail se fissure. Un monstre surgit brusquement, sa main serrant la tête du jeune homme. Pris de panique, celui-ci appelle ses camarades à l'aide. Mais le monstre lui écrase la tête sous la force de ses poings, sous les yeux horrifiés de ses camarades présents. D'autres orques franchissent alors le portail, déclenchant un véritable massacre dans le lycée. Dès leur apparition, ils commencent une véritable chasse. Ils fouillent dans les couloirs et finissent par repérer un groupe d'élèves cachés. Les jeunes entendent un bruit derrière eux. Ils se retournent et voient un orque bondir au-dessus d'eux, arme en main. La terreur les paralyse sur place. Au même moment, Sung arrive devant le portail qu'il doit attaquer avec la guilde des chevaliers. Il remarque immédiatement qu'il est plus grand que prévu. En voyant autant de chasseurs de rang A, il comprend que la réputation de la guilde des chevaliers n'est pas usurpée. Soudain, plusieurs membres du raid s'approchent de lui, excités. Ils lui disent qu'il a été incroyable lors du raid de l'île de Jeju et commencent à lui poser une avalanche de questions. L'un d'eux lui demande même s'il va diriger le raid d'aujourd'hui. C'est alors que Jang Yerim, la soigneuse principale du raid, les interrompt. Elle leur dit d'arrêter immédiatement car ils mettent le chasseur Sung mal à l'aise. Le chef de guilde, Park Jong-soo, apparaît alors et annonce qu'il sera chargé de mener l'attaque. Certains membres, déçus, protestent. Le chasseur Sung est présent. Mais le chef répond calmement que Sung Jin-woo se contentera de les couvrir. Peu après, l'heure du raid arrive. Ils franchissent le portail. Pendant ce temps, l'association des chasseurs reçoit un appel d'urgence. Une jeune fille, terrifiée, explique qu'il y a des monstres dans son école et qu'elle est cachée dans les toilettes. L'assistante lui demande de décrire la situation et lui ordonne de rester cachée. Puis elle lui demande à quoi ressemblent les créatures. La jeune fille répond, tremblante, qu'elles sont humanoïdes, avec un visage horrible et une peau verte, comme celle qu'elle a déjà vue à la télévision. L'assistante pâlit immédiatement. Elle comprend qu'il s'agit d'orques. Elle se lève brusquement et lui ordonne de s'éloigner et de fuir. Les orques peuvent sentir l'odeur des humains. Mais il est déjà trop tard. Les orques ont repéré sa position, la communication se coupe brutalement alors qu'ils l'attaquent. Peu après, un bain de sang s'abat sur toute l'école, plongeant l'école dans une panique générale. Après avoir nettoyé les couloirs, les orques se dirigent vers les classes où les élèves se sont cachés. Une fois de plus, ils commettent un massacre, ne laissant personne s'échapper. Au fond de la salle, derrière les autres élèves, se trouvent Song-gi et Jina, la petite sœur de Sung Jin-woo. Le visage rempli de peur, Jina ferme les yeux et appelle intérieurement son grand frère.
Déterminée malgré la terreur, Song-yi s'avance et déclare qu'elle aussi est une chasseuse, même si elle n'est que de rang E. Gina tente de l'arrêter, mais soudain les orques ressentent une immense source d'énergie magique provenant de l'ombre de Gina et décident de l'attaquer. Terrifiées, les deux jeunes filles ferment les yeux. Mais, comme par miracle, une ombre surgit et saisit fermement l'orque par la main. Surprise, les larmes aux yeux, Gina se demande si son grand frère est là. D'un mouvement brutal, l'ombre projette l'orque au-dessus du toit. Aussitôt, 3 ombres chargées de la protection de Gina apparaissent et la défendent contre le danger. Au même moment, dans le donjon où se trouve Sung Jin-woo, les membres de la guilde des chevaliers montrent leur puissance en massacrant les ennemis qui leur font face. Le chef de guilde s'approche de Sung et lui explique que le raid risque de devenir difficile car tomber sur un ogre à 2 têtes dès le début n'est pas bon signe. Il lui pose alors une énigme lui demandant s'il connaît le nom de ces créatures. Sung répond aussitôt. Les gardiens de tombe, le chef de guilde, le visage grave, lui explique que ce n'est pas un problème quand il s'agit du boss, mais s'il apparaît dès l'entrée, cela signifie que le donjon sera rempli de morts vivants. Les autres membres de la guilde commencent à paniquer. Sung, lui, reste immobile, déçu. Il avait de grandes attentes puisqu'on lui avait dit que c'était le donjon de rang A le plus difficile. Mais soudain, une présence malsaine traverse son esprit.